Bonsoir à tous, bienvenue. Alors, bienvenue, Adrien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré, surtout vu les invités qui m'ont précédé dans ce fauteuil. Je suis content de venir donner mon expérience aujourd'hui avec vous. Alors Adrien, ce soir on va donc parler de communication visuelle, de création visuelle, notamment dans le cadre d'une agence un peu spécifique, donc tu vas nous expliquer évidemment les tenants et les aboutissants, la bonne paire, la sainte paire. La bonne paire. La bonne paire, elle est pas mal. Je serai accompagné par Pablo Tréhin-Marceau, professeur référent, et puis on va démarrer par ton CV, ton parcours. Merci. Tu vas un petit peu nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, et la sainte paire. Nom original pour une agence, original. À quoi elle consiste. Okay. Merci beaucoup. Alors donc du coup moi c'est Adrien Franceschini, je suis directeur de création chez l'agence La Sainte Paire, une agence que j'ai montée il y a 4 ans maintenant, avec deux collègues. Je vais y revenir après. Juste rapidement pour dire d'où je viens quand même, moi j'ai un parcours pur créatif, c'est-à-dire que je me suis pas reconverti à un moment donné dans la créa. En fait, très très jeune, j'ai passé déjà un bac STR appliqué, donc dès la seconde, finalement, j'ai déjà été embarqué dans l'univers de la création visuelle, mais plutôt industrielle, pas art plastique. Donc du coup, j'ai fait mon BTS STR appliqué, donc ça date un petit peu. Je pense qu'il n'existe plus trop de filières dans ce style-là. Et donc du coup, ça m'a permis de toucher un peu à tout ce qui était études de cas, les côtés produits. Ce genre de choses-là. On n'était vraiment pas dans l'étude de l'art classique. Donc voilà, j'ai pu me familiariser avec tout ça. Ensuite, je suis parti à Estienne, passer un BTS, et là, j'ai commencé un peu à tâter tout ce qui va être graphisme, édition et publicité. Donc j'ai pu me familiariser avec tout ce qui est le travail de la typo, comment monter une campagne, comment la réfléchir. Il y avait aussi encore beaucoup le côté manuel. Aujourd'hui, je trouve qu'on a un peu perdu ça, d'où le fait que je voulais revenir quand même là-dessus, parce que je suis quand même fier d'avoir drafté mes propres planches quand même à un moment donné. Je trouve que le fait main aussi est intéressant. Donc voilà, j'ai un peu mis le pied dans l'univers de la publicité, du graphisme, et arrivé à un tournant du digital où on a l'arrivée de l'UX, le côté, tout ce qui est design d'interface, etc. Et c'est vrai que par rapport à mes études, j'étais vraiment trop créatif et à un moment donné, c'est pas assez pragmatique pour l'insérer dans le travail de tous les jours. Donc du coup, j'ai fait une licence au Gobelin, création numérique et développement en ligne. Donc là, j'ai commencé un petit peu à travailler sur tout l'aspect numérique, chose que j'aurais vue un peu après, puisque sur les 3 écoles, avant de passer au côté pro, sur les 3 écoles, je tenais à passer une dédicace si mes professeurs me voient, parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai mon cul sur cette chaise, sur ce beau canapé. Non, c'est important parce que c'est vraiment ces 3 écoles-là, je suis tombé sur des équipes de professeurs quand même qui étaient très bon niveau et puis qui ont su embarquer leurs élèves. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est important et penser à ça à l'avenir, parce que c'est bien de savoir d'où on vient. Donc du coup, maintenant, aujourd'hui, ça fait 12 ans que je travaille dans la création visuelle, notamment dans le numérique. Et ce qui est un tournant pour moi, c'est la boîte UX, l'agence UX République, qui était une des agences un peu qui était au début de l'UX en France, l'arrivée de l'UX en France, qui était une start-up. Et cette entreprise, ça a été un fabuleux terrain de jeu pour moi, parce que du coup, on est dans l'état de start-up. Donc déjà, tout de suite, il y a tout à faire, tout à créer, et on te donne la possibilité de monter sur autre chose que seulement de la créa. Donc grâce à eux, j'ai pu monter en tant que manager. J'ai été UI designer dans un premier temps. Ensuite, donc manager, j'ai été formateur. J'ai monté une formation de visual thinking, tout ce qui est facilitation graphique, sketchnote, etc. Et conférencier pour des événements comme la FLUPA, qui sont des gros événements de l'UX en France. Et du coup, l'idée, c'était de donner des retours d'expérience, etc. Alors, ça nous amène naturellement à cette slide sur la Sainte Paire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce nom? Parce que c'est un nom qu'on n'a pas l'habitude de vraiment... il y a forcément une histoire derrière tout ça. Et quelle est, je dirais, la vocation de cette agence? Alors, pour les prémices, donc déjà, la Sainte Paire, c'est vrai que
Autant vous dire que j'ai été face à des clients comme la Société Générale, des banquiers et toute la chefferie de certaines boîtes où quand on arrive et qu'on se présente en tant que la Sainte-Père, agence de communication, ça crée beaucoup de flou et en même temps d'interrogation. C'est assez intriguant. En fait, la Sainte-Père, pourquoi je vous ai mis cette slide-là? Parce que quand j'étais en cours, en parallèle de UX République, je travaillais en tandem artistique. J'ai rencontré une personne qui a été un déclencheur pour moi pour toute la partie artistique, c'est-à-dire plus dessin, illustration, qui me sortait un petit peu du carcan du numérique et de commandes de clients. Là, c'est vraiment... c'est le cœur qui parle et la passion qui parle. C'était pas de commande. Et donc, du coup, on a formé ce tandem. Et donc, du coup, la Sainte-Père, pourquoi? Parce que déjà, on était 2, on travaille à 4 mains, et on travaille beaucoup sur les symboliques. Et du coup, on a décidé de s'appeler la Sainte-Père. Au début, le nom ne sonnait pas à l'oreille. Je me suis dit, mais c'est quoi ce nom? Et plus le temps passe, et en fait, plus il pose des questions, et en fait, ça crée tout de suite une interaction avec le client. Donc au début, la Sainte-Père, c'était vraiment l'association de créatifs artistiques. Donc là, vous avez un petit peu, donc juste pour la méthodo, sur la slide d'avant, c'était des dessins en noir et blanc. Déjà, on a kické la couleur. L'idée, c'était d'avoir juste du dessin noir et blanc pour allier 2 styles. Lui, il est très bande dessinée, et moi, beaucoup plus graphique, presque manga, etc. Donc du coup, par exemple, on a commencé à faire des fresques à 4 mains, comme ça, là. On se donnait un thème, et on partait en freestyle. Jusqu'à la petite consécration, on a réussi à faire une expo. Et donc, pendant mes années chez UX République, moi, je vivais de ma passion. Des fois, je m'emmerdais un petit peu avec les sujets qu'on me donnait. Et donc, du coup, à chaque fois, j'essayais d'introduire la Sainte-Père, le tandem artistique, chez les clients. Et c'est la slide d'après où, quand j'ai travaillé chez Société Générale, par exemple, ou chez SNCF en tant que consultant, parce que j'étais un UI designer positionné dans différentes missions, on venait réaliser des fresques pour des événements. Typiquement, SNCF, on a eu la bascule voyage SNCF ou SNCF. Moi, j'étais pile poil au moment de la transition et j'ai participé au tout le redesign de l'interface. Et en parallèle, ils montaient un événement. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire une pierre deux coups. Et je vais essayer aussi de m'incruster dans un côté beaucoup plus créatif, etc. Donc, chaque client chez qui je suis passé, j'ai réussi à aller chercher mon travail d'illustrateur. Et donc, du coup, on vient de se transformer. Et ça, c'est la next step en agence. Donc, au départ, c'est donc la volonté d'exister comme un label, comme une entité d'un duo. C'est ça. Donc, la Sainte-Père artistique, qui part de l'illustration pour ensuite intégrer le registre du contenu digital ou de l'interface digitale avec la montée en puissance de ce tandem en agence. C'est ça. Et donc, du coup, une agence qui est vraiment toujours basée sur l'illustration, sur le digital, sur le contenu. On a réussi le pari de garder et d'en faire un de nos piliers. Donc, la Sainte-Père, à un moment donné, on s'est dit, moi, je suis plus dans le digital, donc tout ce qui était interface, et la partie identité visuelle. Et Nicolas Agenal, et qui est Nougat, mon acolyte, lui, s'occupait de toute la partie motion. Il travaillait sur les plateaux télé, les habillages télé, etc. Et il avait la partie illustration très pure, bande dessinée, etc. Et on s'est dit à un moment donné, en fait, on couvre quand même un grand scope de la création visuelle. Pourquoi pas monter une agence? Et l'ancien boss de chez UX République, sachant que j'ai fait mes classes et que j'ai fait le démarrage jusqu'à la finalité, s'est proposé de s'associer avec nous pour monter l'agence créative. Et donc, du coup, on intervient sur ces 4 domaines d'intervention. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a 4 domaines d'intervention, comme il y a 4 filières ici à Sub de Création. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qui existe entre ces 4 départements qui, finalement, j'imagine, sur une commande client, peuvent parfaitement s'imbriquer? On cherche une identité, on va forcément après derrière, pourquoi pas vouloir animer en fait le graphisme qui est appliqué, etc., etc. L'avantage, en plus, je les ai pas vraiment mis dans l'ordre, mais on voit bien que on va toucher tous les touchpoints qu'on peut avoir dans une entreprise. Donc de l'identité visuelle, donc on va commencer par créer un logo, les chartes graphiques, commencer à créer l'identité finalement. Et en fait, cette identité-là, naturellement, elle va se décliner sur l'ensemble des supports. Donc notamment le motion design, s'il y a besoin de vidéos, d'interviews, de live scribing,
ce genre de choses-là. Le design digital, forcément, à un moment donné, il va falloir prendre la parole, avoir un site web, des newsletters, etc., voire du tournage. Et enfin, la dernière, la création originale. Pourquoi on l'a gardée ? Ça nous tenait à cœur d'avoir quand même une partie ultra créative qui, en fait, la dernière partie s'imbrique dans chacune des 3 piliers. Mais on a voulu le sortir en disant, ça, c'est vraiment quelque chose à part. Et l'idée, c'est qu'on fait beaucoup de fresques murales dans les agences, de l'habillage, de locaux, etc., d'entreprises, du live sketching, donc c'est du dessin en live. Voilà. Donc du coup, en fait, tous ces piliers, on adresse plein de touchpoints dans une entreprise qui permet à un client de se dire, on peut gérer de bout en bout. Par contre, étant une petite agence, etc., c'est rare d'avoir. On vient pas nous chercher pour un projet global, une refonte globale. On ira chercher un Publicis ou des grosses agences. Nous, on est un peu des outsiders, c'est-à-dire on va venir nous chercher parce qu'on va créer des visuels particuliers et on a aussi la casquette de. On fait du sur-mesure. On est presque dans de l'artisanat. On est une petite équipe. Il faut savoir qu'on est 3 et après on a un pool de freelance autour de nous. Pour chaque spécificité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on le voit ici dans ces éléments de synthèse ou de présentation agence, c'est que il y a effectivement une ambition liée au design. D'abord, faut essayer de faire comprendre à un client ce que le mot design revêt, parce que ça, c'est pas forcément chose évidente. Galvaudé aujourd'hui. Et puis ensuite, on est quand même dans la traduction de ce qu'est la commande client, c'est-à-dire que vous êtes à la lisière de l'artiste et du designer. Et c'est toute la complexité et toute la singularité, j'imagine, du positionnement de l'agence, qui se veut à la fois dans un registre d'artistes, parce que vous êtes des artistes visuels, et à la fois vous êtes aussi dans la commande. Alors comment on peut faire pour concilier les 2 tempéraments ? Alors c'est drôle. Moi je représente le tempérament qui a l'habitude de travailler avec les clients, puisque j'ai été pendant longtemps en mission, en tant que UI designer, etc. Donc j'ai quand même toujours cette notion du besoin client, etc. Là où mon compère, Nicolas, lui c'est un artiste pur. Et donc du coup, on fait un peu en fait, on s'équilibre pas mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux aller vendre les idées. Par contre, l'idée qu'on va vendre, c'est lui qui va la magnifier grâce à son trait de crayon ou ses capacités de graphisme, etc. Donc, du coup, c'est vrai que je suis juste sur le point important, c'est la co-conception. C'est ce qui fait, mine de rien, on a la partie ultra visuelle. On est des créateurs d'images, finalement, peu importe le support. Je pense que vous l'avez compris. On peut adresser tous les supports. Mais on crée l'image, mais on crée de l'expérience. Et le mot expérience était important parce que, comme tu le disais, le mot design, aujourd'hui, il est galvaudé, il est presque abstrait. On ne sait plus trop ce que c'est. On pense que c'est que le travail de l'image, mais c'est pas du tout ça. Le design, en fait, c'est plus une discipline intellectuelle qui va chercher à répondre à des problématiques du quotidien, comment on va les résoudre, mais en ayant le côté économique, business, environnemental, etc. En fait, c'est une solution qu'on va apporter à un problème. Et à l'intérieur, on a le fond et on a la forme. Donc du coup, d'où le fait que je reviens sur le côté co-conception, c'est ce qui va vraiment faire la particularité de notre agence, c'est qu'on va travailler main dans la main avec notre client. Et donc cette slide-là est parfaite pour illustrer notre processus créatif. Je l'explique rapidement, parce que c'est ce que vous allez voir après dans les 4 grandes phases. Mine de rien, on l'applique au quotidien, mais de manière très... c'est-à-dire que c'est pas juste une slide qu'on montre au démarrage. L'idée, c'est parti d'où ? C'est que, ayant travaillé dans les anciennes agences de pub, on prend un brief, on entend la demande du client, et on se revoit dans 1 mois. Et on présente les premières pistes. Sauf que moi, j'ai pas compris le brief, ou en tout cas, je l'ai mal interprété. Ce qui fait qu'en fait, on perd énormément de temps, et le client, à la fin, il n'est pas satisfait. Donc, c'est ce qui nous a amené à créer une méthode qui colle un peu à ce que vous faites. Et d'ailleurs, dans le cadre en fait du rapport au client, la méthodologie exposée par l'agence a une grande importance. Parce que c'est hyper primordial que le client puisse comprendre comment l'agence fonctionne, quels vont être en fait les points d'avancée du projet,
comment vous allez réfléchir à un sujet et quel type de fraîcheur vous allez pouvoir apporter par rapport à tel ou tel brief. Alors ça, c'est hyper clé, et toutes les agences en fait développent un manifesto ou une charte dans lequel effectivement on va retrouver tous ces enseignements-là. Donc vous avez plutôt basé, et ça c'est intéressant parce que ça nous parle, votre expertise sur le rituel créatif. Exactement. Alors c'est quoi le rituel créatif au-delà des phases qu'on va ensuite détailler au cours de l'émission? Alors le rituel créatif, c'était la slide précédente. Donc en fait, ce qu'on se dit déjà, c'est il faut onboarder le client et il faut bien comprendre son besoin. Donc du coup, on a une phase d'exploration. Aujourd'hui, vous l'avez appelé immersion. Vous l'avez appelé immersion, mais nous on a une phase de découverte qui finalement va être, on veut comprendre votre histoire, d'où vous venez, où vous voulez aller, les besoins, vos contraintes, et bien comprendre le brief. En général, donc ça prend la forme d'un kick-off. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Cette étape-là, elle est clé, c'est-à-dire que le projet ne démarre pas tant que cette phase-là n'est pas actée par tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant un kick-off, ça permet d'aligner les visions, c'est-à-dire que on a tous des croyances. Le client a ses croyances, nous on a les nôtres, et en fait parfois c'est des fausses croyances. Et ce qui est bien, c'est de tuer tout ça et de mettre tout à plat. Donc on aligne les visions, qu'on comprenne où ils veulent aller. Ça permet de fédérer les équipes aussi, parce que ce process-là, en fait, c'est presque un système itératif. On travaille step by step. C'est-à-dire que c'est pas une méthodologie qu'on vend comme ça. On l'applique systématiquement à tous nos projets. Donc ça permet de fédérer les équipes, puisque on les embarque, ils se sentent écoutés aussi. C'est du sur-mesure. En fait, cette méthodologie-là, on peut l'appliquer à tous les projets. Par contre, c'est ce que je mets, et ça c'est très important, c'est pas le projet qui va se limiter au process, c'est le process qui va s'adapter. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas forcément besoin de toutes les phases, il y en a qui sont primordiales, mais c'est le process qui doit s'adapter au projet. Alors, quand on regarde effectivement tous ces éléments-là, on a effectivement un annonceur qui va évidemment comprendre le process dans lequel vous allez l'intégrer. On peut imaginer qu'à chacune de ces phases, il y a forcément un rendez-vous client qui correspond, puisqu'il est là pour valider aussi votre cheminement et éviter la sortie de route. Ce qui est assez intéressant, c'est tu parlais de co-construction. Et ce que je te propose, c'est de passer à la phase d'immersion pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le vif du sujet. La phase d'immersion, comme je disais, c'est 20% du projet, mais c'est peut-être les 20, c'est là où on embarque le client. Donc du coup, comme j'expliquais, c'est très important d'aligner toutes les visions. Je vais vous parler d'un projet. J'ai choisi exprès un projet pour vous expliquer un petit peu comment on a appliqué la méthodo, et là notamment un focus sur l'immersion. Il faut juste savoir une chose, c'est que il y a besoin cette phase d'immersion, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on séduit le client, et aussi ça lui permet d'être rassuré, parce que souvent nous on a les idées, on sait où on veut aller, mais le client lui sait pas du tout. Et le fait de voir tout ça, de mettre tout à plat et de se sentir qu'on va prendre les choses en main, mine de rien, ça rassure, et en fait derrière, il y a la confiance qui suit. Donc là, premier projet, comme je disais, phase d'exploration, l'idée c'est de comprendre le besoin du client. Donc on réalise systématiquement pour chacun de nos clients un kick-off personnalisé, où on a récupéré des données en amont, on leur demande le contenu, le type de support qu'ils veulent créer, le pourquoi, le comment, les objectifs, etc. Donc en général, c'est une petite presse qui dure 1 heure, 1 ou 2 heures. Bon, enfin, on sort pas de la salle tant qu'on ne s'est pas aligné. Donc là, on va rappeler les objectifs, donc notre compréhension. C'est-à-dire qu'on a eu un premier brief, généralement mail, call, etc. Nous, on va reformuler pour savoir si on l'a bien compris. Comme ça, quand on va la jouer, on peut tout de suite, on gagne du temps. Ok, vous n'avez pas compris, non, ça veut dire ça. Donc là, déjà, ça permet. On remet les objectifs. Ensuite, on va détailler la méthodologie. Et ça, c'est super important parce que le client, quand il sait comment ça va se passer de bout en bout, il est rassuré. Donc là, typiquement, je vous prends l'exemple, c'était pour Ferrero. Le client, c'est Ferrero. Et ils sont en pleine restructuration et en fait, ils vont créer des nouvelles succursales par région. Et en fait, il y a plein de gens qui vont pas avoir l'habitude de travailler ensemble et il y a eu une grosse vague d'arrivée. Et le but, c'était de fédérer les collaborateurs, qu'ils apprennent à travailler ensemble, etc. Donc le client vient nous voir en disant oui, on aimerait bien créer un logo par
par région. Donc il y avait 3 logos à créer. Je dis ok, 3 logos, bon, mais tu veux fédérer. Ok. Donc du coup, là, il va falloir embarquer tes collaborateurs. Enfin, il faut embarquer vos collaborateurs. Et donc du coup, vu qu'on a compris ce problème-là, dès le kick-off, en fait, on leur a dit, mais c'est pas ça qu'il vous faut, en fait. C'est pas juste un logo. Ce qu'il vous faut, c'est un atelier créatif où on va faire participer chaque région, enfin chaque membre de région, à créer son propre logo. Et là, tout de suite, ça prend du sens. Et le client, lui, il se voyait déjà juste avoir son petit logo final, etc., et puis le diffuser. Là, nous, on a proposé d'embarquer les collaborateurs pour qu'en fait, ils s'emparent du sujet et qu'à la fin, quand ils brandissent leur logo, ça vient du cœur. C'est eux qui l'ont construit, en fait. Donc, du coup, d'où le fait que ce projet était intéressant en termes d'immersion parce qu'on s'est vraiment immergé dans l'ADN de chaque région des collaborateurs de Ferrero. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend bien au travers de cette phase d'immersion que l'immersion, c'est pas simplement comprendre. C'est restituer et c'est parfois mieux formuler le problème. Réorienter, comprendre, un peu comme le font d'ailleurs certains psys, parce que l'entreprise, parfois, elle est à plus mal indiquée pour expliquer les raisons du problème et la manière de pouvoir y répondre. Si jamais elle fait appel à vous, c'est parce qu'elle a effectivement un besoin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sourcer, comprendre le problème au travers d'un brief, c'est être capable de le reformuler, c'est être capable aussi d'échanger avec un client qui, lui, peut avoir des certitudes. Et vous allez transformer des certitudes en convictions et vous allez transformer des zones d'incertitude sur comment on va mettre en place le process, etc., en vecteurs. C'est-à-dire, à partir du moment où vous les faites rentrer dans votre réflexion, derrière, vous avez un client qui suit. Et là, le travail commercial, ou en tout cas de relationnel avec le client, est effectivement validé. Javier, qui est mon 3e compère et qui a plus la partie, on va dire, moins artistique, même si aujourd'hui, maintenant, à notre contact, on n'est que 3, donc il est habitué à vendre de la créa, mais c'est vrai qu'on rentre souvent par la petite porte. Parce que, comme je disais, encore une fois, on est des outsiders. On arrive sur un petit projet. On nous demande un logo. Sauf que derrière, quand le projet se passe de cette manière-là, avec ce process-là, le client a confiance. On lui a pas menti puisqu'on a respecté chaque palier. Déjà d'une, on sort pas du budget. Puisqu'on respecte chaque phase, on perd pas de temps. On vend pas des idées qui finalement sont complètement à côté de la plaque. Et en plus de ça, derrière, ça permet de faire de l'upselling. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont convaincus, on a créé quelque chose et ils ont créé l'engouement, c'est presque comme si on devenait leur agence en fait. C'est-à-dire qu'on est comme une extension. Enfin, nous, on se voit, et c'est notre objectif d'être comme une extension du client. C'est-à-dire qu'on devienne leur agence pour pouvoir, parce qu'on a compris et on les a accompagnés et ils ont confiance. Alors c'est ce qu'on appelle en fait une agence qu'on pourrait appeler intégrée. C'est-à-dire que c'est une agence qui va se greffer au cœur même du client ou de l'annonceur pour pouvoir travailler avec eux en réflexion. On rentre par la petite porte et puis petit à petit on grignote des réflexions qui, parce que vous apportez un certain vent de fraîcheur dans un cadre de réflexion qui est un peu routinier, vous allez être sollicité parce que c'est intéressant, on aime bien votre approche, comment vous pouvez réagir par rapport à tel sujet. Non, c'est hyper intéressant. En fait, c'est drôle, mais aujourd'hui, j'ai la casquette de commercial, puisque je vends mon idée. Les agences classiques, pour être passé par plein d'agences, en général, je fais la créa. Moi, on m'entend jamais parler, on me voit jamais. Je suis un homme de l'ombre. C'est-à-dire, je vais plus loin. Lui design, par exemple. Moi, ça m'a un peu retourné parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que je suis devenu un exécutant. Parce que tout se ressemble, etc. Là, aujourd'hui, notre volonté, c'était presque d'avoir un mix entre l'agence et la régie, et le fait d'être en petit comité, ça nous permet, en fait, de pouvoir toucher à tout. Aujourd'hui, je vais au kick-off, c'est moi le chef de projet. Après, j'ai mes compères qui sont là quand même pour bien s'assurer, parce que nous, on travaille en co-conception, même en interne. Mais voilà, on a plusieurs casquettes et on suit un projet de bout en bout. Ça évite d'avoir qu'un seul intermédiaire, c'est le chef de projet. Qui mieux pour parler de la créa que le créa en fait. Donc du coup, c'est l'avantage d'être en petit nombre, en petit comité. Et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est un créatif ? Qu'est-ce que du coup, quelle est la place
bien particulières que du coup tu vas jouer auprès des clients? Alors, les clients. Le premier, si on revient à l'immersion, c'est d'abord de savoir que la personne qui va réaliser le projet, le visuel, la créa, il est bien compris. Et un chef de projet peut bien comprendre, mais si on fait le téléphone arabe, après, derrière, peut-être qu'il va mal me retranscrire les informations. Donc déjà, il y a le premier interlocuteur, on sait à qui on parle, on sait qui va créer derrière. Deuxième chose, en tant que créatif, mon but, c'est aussi d'ouvrir les chakras des clients, parce que souvent, on vient nous chercher, comme je disais, pour des petits projets, on nous dit on veut ça. Sauf que quand on arrive au kick-off ou dans la phase d'immersion, on se rend compte que c'est pas ce qui est adapté pour lui. Donc du coup, je suis aussi une force de proposition pour trouver un axe créatif qui est plus intéressant et plus adapté à leurs enjeux et à leurs besoins. Et ensuite, après, derrière, il y a tout le reste de la phase conception, immersion, etc., dans lequel, là, par contre, je vais rentrer en production, en phase de réflexion, etc. Et en fait, une dernière petite chose, l'avantage, c'est que quand on a un chef de projet ou un commercial en face, on est un peu dur et de ça. Moi aussi, j'ai le rôle où le client, on parle que de créa en général. Donc du coup, l'avantage, c'est que tous les autres sujets qui sont des fois parfois touchy, dépassement de budget, ce genre de choses-là, ils ont pas. Enfin, c'est une personne à part, plutôt que d'avoir un seul interlocuteur. Enfin, je sais pas parce que le créatif c'est très large. Parce que vu qu'il y a justement co-création, mais justement le créateur ou le créatif, il reste là. Et comment du coup aussi, même pour les étudiants comment tu vas mettre ta créativité au service d'un client? Comment Ça, c'est une bonne question. Parce que souvent, des fois, on va leur donner un sujet ou une contrainte, et puis ils vont se dire, ah oui, alors j'ai pas forcément l'inspiration. Et on leur dit toujours, il n'y a pas besoin d'avoir l'inspiration. Quand tu es un créateur, le but du créateur aussi, c'est, je pense qu'il y a un gros travail de veille. Déjà une veille quotidienne, c'est-à-dire que ce soit sur les réseaux, même dans la rue, une affiche, etc. Je suis sans arrêt en train de sortir mon téléphone pour prendre peut-être juste une typo. Enfin, il faut vraiment regarder tout ce qui s'entoure, ce qui permet de nourrir son esprit de tout ça. Et puis, souvent, le but du créatif, en tout cas moi pour ma part, c'est que quand j'entends quelque chose, ça m'évoque tout de suite une émotion, ce genre de choses-là. Ce qui fait qu'en fait, derrière, je vais avoir la capacité de mettre des mots, de mettre des exemples, des visuels, des projections en fait sur le besoin du client pour bien comprendre tout de suite. En fait, presque, c'est donner une vision en fait au client, qu'il arrive à se projeter. Après, il y a toute la partie exécution, mais je trouve que c'est presque la partie la moins intéressante en fait. Enfin, c'est con, c'est ce que je préfère parce qu'on s'éclate en créa, mais c'est pas là où est le challenge pour moi. On peut faire des beaux visuels, mais s'il est à côté des enjeux, des besoins, etc., en fait, pour moi, ça représente presque 30-40% l'exécution. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la notion de créatif, pour beaucoup, le créatif, c'est quelqu'un qui a un petit peu la tête dans les nuages, tout ça. Alors que c'est d'abord un vecteur d'idées, et l'intelligence, c'est l'idée. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est pas bégayer, c'est pas refaire comme les autres, c'est de récupérer en fait tout un tas de références pour concevoir. Et la conception, c'est de la forme la plus ultime d'intelligence, puisqu'on amène quelque chose de nouveau. Et dans ce cadre précis, c'est vrai que le métier de designer, quand on a affaire à un client, il est souvent un peu borné à son cadre de référence personnel. Un client, il veut telle chose parce qu'il l'a vu ailleurs. Donc, il veut la même chose parce qu'il a l'impression que ça marche. Et ce qui est vraiment très difficile, c'est évidemment de lui faire le pas de côté. Le créatif, et c'est celui qui fait le pas de côté. Alors, on va essayer d'aborder ce pas de côté dans la partie numéro 2, qui est la conception. Une fois qu'on a passé la phase d'immersion, arrive donc la phase de conception. Et dans la phase de conception, je regarde un petit peu ce que tu nous as amené. Tu nous as amené un exemple qui était assez parlant. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu de quoi il revêt? Alors, c'est un projet très récent. Et si j'ai décidé de vous le montrer, c'est que il était très complexe ce projet. Donc, on a une banque qui vient nous voir. Bon, déjà, l'univers bancaire, généralement, c'est pas forcément les plus fun. On reste quand même dans de la création, on va dire, corporate. Et on vient nous voir en disant, voilà, le pitch, c'est on a un projet interne
qui s'appelle Athena, qui est un processus qui va permettre de fluidifier en fait en interne tous les flux bancaires, les transactions et l'investissement dans les assurances vie. Donc bon, premier, on lit ça. Et on nous dit que c'est un projet, que ça fait maintenant 3 ans qu'il est en cours et qu'il n'a jamais abouti. Donc quand on a des collaborateurs comme ça, qui attendent d'un processus, etc. Et donc du coup, ils se sont dit, bon, on va aller voir nos amis de la Sainte-Père pour leur demander de retravailler un visuel. Donc là, c'est le brief que j'ai reçu. Donc, qui est engageant. Hein, là, on est sur l'engagement total. Organigramme. Là, elle est où ma marge de manœuvre? Il y en a qui pas. se dit mais non, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, grand Dieu. C'est ça. Donc, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est que on peut avoir des projets cool, on peut avoir des projets moins cool, et il y a des projets qui sont pas cool qu'on peut rendre cool. Et ça, mine de rien, je reviens à ton point de tout à l'heure, c'est le but du créatif. C'est-à-dire que quand on voit ça, là, donc là, je vous explique rapidement, on a tout le schéma du processus avec des ramifications, etc. Donc déjà, juste pour le comprendre, ce schéma, le kick-off, il a duré 2 heures. Mais c'est intéressant parce qu'après, le but de ça, ça va être à nous de concevoir quelque chose de beaucoup plus didactique, visuel, et qui va embarquer les collaborateurs derrière. Et ensuite, on avait l'explication rapide à côté. Donc nous, on arrive au kick-off avec ça, et l'idée, c'est, première étape, on discute avec le client et on nous dit, tu vas nous expliquer le schéma et ton besoin primaire. Ce qui nous a permis ensuite de se dire, bon, on a le brief maintenant, on va essayer de découper un petit peu ce schéma. Comment on va le simplifier? Parce qu'il y a aussi un travail de simplification. La plupart de nos clients arrivent souvent, je prends plus l'idée du digital, mais on a souvent des pavés de texte, etc. Mais on veut une interface, waouh. Et mine de rien, l'éditorial, plus on a un texte court, concis, avec un beau visuel à côté, ça match, parce qu'une image vaut 1000 mots, et puis le texte est là pour apporter un ton, une émotion, etc. Donc déjà, le premier, ça a été de cutter dans le texte, leur dire, bon, est-ce que tout ça, c'est important? Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir? Est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes les petites légendes, etc. Ou est-ce qu'en fait, finalement, l'essence, c'est pas les grands points? Ce qui nous permettra, nous, après, derrière, de nous faciliter aussi la tâche et d'avoir un visuel qui est clair. Donc, du coup, on s'est amusé un petit peu à découper les grands jalons, en fait, de ce schéma pour comprendre où s'arrête comment se déroule le process et quelles sont les étapes les plus importantes. Donc ça, on l'a fait avec le client. On a noté par pastille les grands axes. Et après, on lui a demandé, vu qu'il voulait quelque chose d'illustré, on lui a dit, dis-nous ce qui est de l'illustration primaire et qu'est-ce qui sera de l'illustration secondaire. Comme ça nous permet déjà d'avoir les grands jalons à mettre en avant, et puis après les choses plus minimes. Parce qu'il faut savoir, je vous donne l'exemple ici, c'est le style de composition. C'est une composition qu'on avait faite, parce qu'on fait souvent un mood board aussi dans cette partie conception, pour leur faire choisir un style de composition. Parce que c'est bien beau de faire un poster et d'avoir un processus créatif, mais il y a 1 million de manières, je pense que vous avez tous dû voir des infographies, il y a 1 million de manières de présenter un projet. Et donc, du coup, l'idée, c'est de valider un style de compo. Donc là, ils avaient choisi une sorte de timeline avec, des jalons et le côté illustré. L'idée, c'était de trouver des métaphores visuelles pour représenter ces fameux jalons qui sont un peu boring, on va se le dire. Donc, du coup, on voit qu'on a, par exemple, le premier personnage, c'est une étape clé, par exemple, dans un projet. Donc, on l'a en grand. Et après, tout ce qui est un peu plus minime, comme je disais, illustration secondaire, ça va être tous les petits objets, ce qu'on va pouvoir traiter en icône ou peut-être en texte seulement. Donc déjà, une fois qu'on est arrivé au style de composition, mine de rien, on a réussi à simplifier leur texte et le brief. On a réussi à trouver un style de composition. Et en plus de ça, d'avoir un peu identifié qu'est-ce qui va être important, ce qui va être minoritaire. Donc déjà, on y voit plus clair. Mais je te coupe, pardonne-moi, mais non. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, au travers d'un processus qui est quand même assez créatif, et le créatif, généralement, il veut pas partager ses jouets, vous transformez, en fait, votre client
je dirais, quelqu'un qui va vous renvoyer la balle. C'est-à-dire, même sur le trait, le tracé, le type de frise, le type d'illustration, etc., à partir du moment où il co-construit avec vous sa conception, il ne peut en aucun cas la remettre en cause, puisqu'il a validé les phases d'avancée ensemble. Donc, c'est super intéressant, et c'est aussi l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'en fait, vu qu'on travaille de manière itérative, chaque étape est validée. Ce qui fait que le client, il est jamais surpris en milieu de projet de se dire mais en fait c'est une suite, c'est une continuité logique, et chaque step validé, on ne revient pas dessus. Ou si on revient dessus, pas de problème. Mais par contre, on sort du scope initial. Ce qui fait qu'en fait, nous, on se protège aussi d'une certaine manière, créativement, financièrement, et le client, il a la maîtrise de bout en bout, donc c'est à lui de dire le no-go à un moment donné s'il y a une étape sur laquelle il n'est pas à l'aise, l'étape par exemple de la créa ou des premières esquisses ou autre, s'il n'est pas à l'aise, il met son stop, et là on se dit bon, on va passer plus de temps sur cette phase. Alors, est-ce qu'on peut enchaîner avec justement la phase que tu nous as amenée donc vis-à-vis de ce projet, c'est-à-dire que ça y est, les illustrations, les frises, tout ça, c'est acté, voilà. Et arrive en fait le déploiement de l'univers. Et l'idée, oui. Alors, l'idée, vu qu'on est sur un sujet bancaire avec un sujet qui n'est pas forcément très embarquant, l'idée c'était, on va essayer, vu qu'on a une timeline, qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire ? Comme je te disais, nous, notre force aussi, c'est de trouver des métaphores visuelles en fait à un client. Donc, on sait qu'on a une frise, c'est un client qui investit dans une assurance vie, et en fait, il y a une banque dépositaire qui va récupérer son argent, etc. Je vous passe les détails, il va passer dans certains logiciels, traitement des données, finance, et après, il y a une valorisation de son contrat. On s'est dit, bon, sur cette frise, comment on peut le raconter ? Et c'est là où on a pitché une idée. Alors à la base, je vous en ai mis qu'une, mais on a sorti 4 scénarios. Celui qui a été retenu, c'est celui de la Formule 1. Alors pourquoi la Formule 1 ? On s'est dit, bon, le pitch, c'est un client arrive et veut remporter une course de Formule 1. Donc c'est un pilote qui va souhaiter concourir dans une course de Formule 1, donc comme un client qui va investir dans une assurance. Et pour cela, il va contractualiser avec son argent et ses sponsors, puisque dans les écuries, on a des sponsors. Ils vont récolter un peu les besoins, élaborer une stratégie commune. Ensuite, le programme Athéna, c'est l'écurie finalement qui va construire la Formule 1. Donc ça, c'est un peu tout l'interne, le projet interne, tout le processus interne. Il va construire la Formule 1 et grâce à ce processus rapide et industrialisé, en fait, on va lui livrer la Formule 1 la plus rapide du marché sur laquelle il va réussir à gagner une course, par exemple. Et une fois qu'on a ce pitch-là, on s'est dit, bon, on avait nos grands jalons qu'on a définis avant, comment on va les représenter ? Le client, ça va être le pilote. La banque dépositaire, ça va être l'écurie, etc. Et on a donné une image à tout ça. Sachant qu'on avait sorti 3 autres pitchs sur les dieux de la finance, par exemple, les dieux grecs, etc. Parce que il faut savoir une chose, c'est que dans cet univers-là, c'est très compliqué. L'argent, c'est les meilleurs, c'est des gens inaccessibles qui gagnent des millions et des millions par an. Donc, du coup, voilà, on a sorti 4 pitchs. Et très important, dans ces 4 pitchs-là, on est parti du plus corporate, laboratoire créatif, au plus créatif. C'est-à-dire, là, on est parti un peu plus loin parce que des fois, le client, il va vouloir choisir corporate, alors que finalement, peut-être une idée plus créative va l'emmener une step plus loin. Bon, en tout cas, lui, il est resté sur la Formule 1. Et donc, du coup, on a monté un mood board. Le pitch est accompagné du mood board parce que ce qui était important aussi, c'est de trouver des références. Qu'est-ce qui visuellement va parler et va donner le ton de la Formule 1, en fait, dans le graphisme, dans nos illustrations, etc. Et c'est ce qui permettait aussi, si on associe le pitch, le storytelling avec le mood board, déjà, même si on n'a pas encore commencé à griffonner, on est dans la step d'après. C'est quoi un bon mood board ? Comment tu fais un bon mood board comme ça ? Alors, un bon mood board, c'est assez compliqué parce qu'en fait, en une page comme ça, en fonction des projets. Alors, en général, on essaye de faire une planche, c'est une tendance globale. Là, par exemple, c'était le type Ferrari. Par exemple, on avait fait une slide sur les dieux grecs, donc on allait chercher tout ce qui
appelle l'univers, enfin va appeler à l'esprit l'univers de. On fait une planche en général, on va chercher les références, que ce soit sur Pinterest, Behance, etc. Parce qu'il faut savoir que le visuel que tu vas créer, il n'existe pas, donc tu trouveras jamais la bonne image. Par contre, c'est intéressant d'aller chercher, d'aller piquer à droite, à gauche. Là, typiquement, les lignes qu'on voit en bas de bord de course, tout de suite, ça évoque. Donc, et ça évoque la vitesse. Vu que c'est un processus qui est censé amener de la vitesse, etc. Donc du coup, le moodboard, dans ce cas-là, c'était une planche. Après, par exemple, si je parle de fresque ou d'illustration, par exemple, une bande dessinée ou un design caractère, on va faire une planche plutôt par style. On peut avoir un traité graphique à la Overwatch ou ce genre de choses-là, plutôt gaming. On peut avoir du flat design, etc. Et aussi, le but, c'est de voir avec quelle tendance graphique il va être à l'aise et qui va correspondre à son projet. Donc, comme ça qu'on monte un peu les moodboards. Et on se les fait tourner aussi. C'est important parce que même si mon collègue n'est pas sur le projet, il peut me nourrir de choses que moi, j'aurais pas vues. Donc, ça se fait ensemble. Alors, on va pouvoir ainsi passer, je pense, à la phase de formulation. Le moodboard, il intègre aussi cette phase, je dirais, liée à la direction artistique. C'est une phase qui est assez primordiale parce que pour un client déjà peu à l'aise avec tout un tas de références, avoir quelqu'un qui lui permet ensuite de l'orienter sur, je dirais, une démarche graphique, c'est évidemment hyper important pour lui. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur effectivement la partie direction artistique, donc formulation, et qu'on puisse égrener la bonne planche en régie. Ce qui est assez intéressant, c'est que la direction artistique, c'est souvent quelque chose qui est pas très compréhensible pour un client. Il sait pas trop à quoi ça correspond. Déjà, juste le terme direction et artistique, tous les deux, c'est presque pour lui. Souvent, me regarder dans le fond de la salle, mais voilà. C'est qui le mec qui dessine dans le fond là-bas et tout. Enfin, on est des peintres en bâtiment parfois même. Voilà. Et donc du coup, il y a parfois aussi le revers de se sentir un peu comme un exécutant, comme tu le disais. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place à la Sainte-Père pour justement toujours conserver solide cette activité de conseil sur la direction artistique? Alors, on va dire que nous, on n'invente rien, entre guillemets. Par contre, c'est pour ça que j'ai commencé par me présenter, et aussi le côté tandem créatif, c'est qu'on a une certaine patte graphique. On peut s'adapter. En fait, notre capacité, vu qu'on a vadrouillé dans plein d'univers visuels différents, l'avantage, c'est qu'on connaît les codes et on sait comment adapter. Je sais pas, une création, on nous demande du flat design. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le flat design, on va pouvoir reconnaître notre style, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est plus un travail dans les années qui ont permis de nous identifier par... on veut de l'ultra-créa, on veut des dessins qui font waouh, etc. Souvent, on va venir nous voir pour un besoin bien précis. Et parce que on a cette capacité-là, c'est pour ça que je parlais de métaphore visuelle. Ça, je pense que c'est aussi un des jalons qui permet de nous faire passer dans une autre dimension plus créative, et qui va peut-être rassurer aussi, parce que quand on a fait la phase d'immersion et de conception, qu'on les a rassurés et que derrière on envoie un beau visuel, et en plus de ça, c'est un visuel qui leur est propre, avec ses spécificités, mais en même temps avec un peu de notre touch. On peut enchaîner directement là-dessus parce que c'est le meilleur exemple. Comme je vous le disais, on avait fait une fresque. On nous a demandé une fresque pour habiller les locaux de la Société Générale. Et donc déjà tout de suite, nous on s'est dit, on va partir dans une créa ultra corpo, qui est pas fun, c'est pas drôle, quoi. Et au fur et à mesure des ateliers de brainstorming, etc., en fait, on se rend compte qu'ils sont complètement barrés. C'est-à-dire qu'ils nous demandent justement pas quelque chose de corpo, mais un truc ultra créatif. Je vous donne un exemple. Ce qui sortait pendant les ateliers de brainstorming avec eux, c'est nous on veut du Robocop, on veut des petits oursons en gélatine, on veut des petits persos, on veut une Bulma de Dragon Ball Z, etc. Et là on se fait, on va s'éclater, c'est trop cool. Mais on n'avait pas cette idée en tête là. Et donc du coup, là justement c'est un bon exemple parce que on a réussi à trouver des métaphores visuelles sur des valeurs, parce qu'en fait eux, le principal c'était de véhiculer leurs valeurs, d'avoir des mots clés et que soit une boîte jeune, etc.
Et donc du coup, voilà, là on voit le montage et toutes les métaphores visuelles qui ont été apportées. De toute manière, il y a le visuel après, je pourrais le montrer. Et là, en fait, ça va même jusqu'à l'impression l'impression d'une fresque bâche, qui a été marouflée directement dans les locaux. Et donc là, c'est là où on a pu apporter notre touch, parce que on retrouve le style d'illustration, par exemple, de mon acolyte qu'on voit là, qui est Nicolas. Voilà. Et donc on retrouve un peu tous les mots-clés, parce qu'on a aussi le travail il n'y a pas que l'illustration, il y a le travail typographique, etc. Et puis c'est surtout, comme je disais, c'est la métaphore visuelle. Chaque Robocop, le Robocop, il est customisé, on va chercher jusqu'au moindre détail, même parfois les private jokes pour les incorporer dedans. Chacun passe, j'ai ma private joke, regarde, il y a mon Robocop, il y a ceci. Ce qui fait qu'en fait, les clients, à la fin, ils ont un peu de tout. Mais après, ça nous aussi les cadrer, parce que des fois, ça part en live. Mais Alors, on le voit bien ici avec cette démonstration, c'est que la création n'est pas uniquement une question de répondre à un besoin par rapport à un support, mais elle peut être aussi une réponse pour engager une équipe, pour la fédérer davantage, même si jamais le contexte de la société ou de l'expertise de la société est pas forcément des plus riants. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que au travers de cet exemple, on a une fresque qui va donc être permanente au cœur même de l'entreprise. Et donc les gens vont pouvoir se l'approprier. Et ça va être évidemment pour les managers, pour les ressources humaines, un vrai vecteur d'engagement, de relais, etc. Je peux aussi imaginer que si on est dans le cadre d'une banque, le fait qu'il y ait plusieurs agences bancaires qui aimeraient aussi bénéficier de cette expérience, ça a un vrai vecteur là aussi d'engagement et d'engagement du client auprès de l'agence. On rentre par une petite porte. Enfin, petite porte, elle fait quand même 8 mètres la porte, mais et puis c'est quand même un mois de travail. Mais effectivement, derrière, ça s'est fait naturellement. Si on va à la slide d'après, en fait, de la fresque, une fois qu'on l'a réalisée, justement, il y a eu un engouement. C'était aussi pour, entre guillemets, fédérer les nouveaux arrivants. Et qu'est-ce qui a suivi juste derrière? Une commande d'un fascicule pour tous les salons, etc., pour le recrutement des jeunes futurs banquiers ou chefs de projet, etc. Et on nous a commandé donc du coup un high-tech book, du coup, et on va retrouver le style, on va retrouver des illustrations, on va continuer sur la même veine. Et en fait, comme ça, au fur et à mesure, grâce à la formalisation et à notre créa, en fait, petit à petit, on est en train de les équiper pour que derrière, ils puissent diffuser une image cohérente de bout en bout. Là, par exemple, vous voyez, il y a des schémas qui étaient un peu comme celui que je vous ai montré de la banque au démarrage. Voilà, tout de suite, en mettant de la matière, un personnage qui va venir toucher des mots, etc. On rentre dans quelque chose de digital, de plus moderne, etc. Donc, on est toujours dans cette idée de métaphore visuelle. Et du coup, l'avantage, c'est que derrière, on nous a commandé ça. Et parfois, on est même devenu l'agence référencée sur d'autres projets, bien évidemment. Ça, c'est un autre projet. Mais du coup, ça vous demande d'être très agile, parce que c'est un peu touchy d'être entre le team building, ça ressemble un peu à du team building, on est obligé de travailler tous ensemble, et en même temps avec une vraie exigence au bout créative. Donc à partir de quel moment justement il y a cette transformation entre oui, c'est vrai. Parce que si tu les tu faisais faire une fresque à ces clients-là, ça donnerait pas du tout le même résultat. Donc comment tu transformes pour arriver à quelque chose de vraiment beau, exploitable, de plus créatif, de plus exploitable. Déjà, il faut savoir mettre le curseur créatif, parce que encore une fois, je dis, c'est vrai qu'on peut faire des visuels waouh, mais s'il répond pas aux besoins, ça sert à rien. C'est-à-dire que la créa, elle doit être au service du message et pas à l'inverse. Donc du coup, oui, effectivement, c'est vrai que on est dans le côté team building, et puis il y a le côté co-création qui va prendre beaucoup de place. Finalement, le client va être décisionnaire, c'est-à-dire qu'entre guillemets, il pourrait m'enlever une partie, entre guillemets, de mes convictions ou de ce que moi j'ai envie de proposer, par exemple, ce qu'on a envie de proposer l'agence au client. Mais le fait de dissocier les phases, ça permet, au moment où j'ai fini la phase de conception, j'enlève la casquette, j'enlève entre guillemets la partie, on va dire, collaboration, et à un moment donné, c'est là où moi je vais y mettre mon cœur et mes convictions. Et c'est ce que je vais proposer après. Mais vu que en amont,
j'ai compris la vision et que le client il est rassuré, je crois que sur 300 projets en 3-4 ans, bon, il y a eu le Covid, mais on a eu 2 échecs de projets où ça a été avorté, c'était des petits projets, mais parce qu'on n'a pas respecté la méthodologie, parce que ça s'est pas fait comme ça, on a fait un peu dans le désordre, le client était un peu spécial et en fait on a perdu ça. Mais une fois qu'on a passé l'étape de conceptualisation, d'immersion, etc., en fait je suis serein, je peux plus facilement enlever et je suis presque même fier et j'ai souvent hâte de montrer ma vision en fait au client. Et la plupart du temps, pas tout le temps, mais grâce à ça on arrive presque à viser juste. Ce projet-là, il fallait réaliser des avatars. C'est une boîte de cybersécurité qui voulait créer un blog pour que les collaborateurs en interne, mine de rien, on travaille beaucoup avec les collaborateurs aussi. Ils voulaient qu'ils participent plus sur le blog, mais ils voulaient créer une vraie entité. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait un wireframe ++, où j'ai commencé déjà tout de suite à mettre une patte. J'aurais mis des personnages de LOL, je crois, ou un design bien particulier. Ce qui permet que tout de suite le client il s'est projeté, il m'a dit moi je veux ça, mais ça ce serait génial et tout ça. Et ensuite on a fait participer tous les collaborateurs à créer leur propre avatar de chaque équipe. Et au moment où on a arrêté, on a pris leur brief, en fait on l'a respecté puisqu'on avait déjà toutes les contraintes et on a compris leur vision, on l'a travaillé avec eux. Et la plupart du temps, même quand on monte la créa, c'est « Oh, je m'y attendais pas, oh, c'est trop bien, etc. » Parce qu'en fait, ils sont embarqués, ils ont trop hâte de voir. Alors que si je n'avais pas fait tout ça, je serais venu, ils m'auraient dit juste « J'aime, j'aime pas. » Là, en fait, c'est quand même eux, il y a un peu d'eux dedans. Donc, c'est plus facile. Je sais pas si j'aurais bien répondu à la réponse. Alors, ce qui est en plus très intéressant dans votre démarche, c'est que l'illustration est au cœur en fait de votre processus au travers de ces exemples. C'est-à-dire que bien souvent dans les milieux de la communication visuelle, le dessin est parfois relégué à l'exposition même de l'idée, mais il n'a pas de valeur en tant qu'objet concret. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que on le voit de par votre utilisation assez diverse du graphisme et du dessin, c'est que vous avez une propension comme ça à amener le dessin à être un vrai vecteur créatif qui permet de faire du brand management, de travailler sur une identité visuelle, de travailler sur la com, de travailler sur la manière aussi d'engager des managers ou des collaborateurs à mettre en place leur avatar, et créer un engouement au cœur des structures. C'est exactement ça. Notre mission, elle est réussie à partir du moment où on a créé l'engouement. Voilà, sur ce projet-là, c'est un projet qui allait ultra vite parce qu'on a su catcher très rapidement le client, l'embarquer. Et en fait, il y a eu très peu de phases de validation. Enfin, ça s'est validé assez rapidement et c'était d'ailleurs très rare. Mais parce que, on leur a fait franchir un step. Ils n'avaient pas de blog et ils avaient un site WordPress de base. Et eux, ils voulaient jouer dans la cour des grands. Ils sont un peu comme nous, c'est les outsiders de la cyberdéfense. Ils sont identifiés, mais il y a des mastodontes en face. Et eux, le but, c'était aussi de créer une image. Et c'est là où je pense que la Sainte-Père, déjà, de par son nom, on a un côté outsider et un côté où, en fait, on nous attend pas sur ce genre de choses-là. Les clients, on va pas voir Publicis pour avoir des avatars de ce type-là. On va avoir pour une grande campagne ou une refonte, une restructuration de l'identité visuelle. Nous, on se dit, à chaque fois, ils partent un peu. En fait, je pense qu'on a un terrain de jeu pour les clients et ils s'en rendent compte au fur et à mesure. Et en fait, ils ont envie de s'amuser avec nous et ça, c'est le pied au quotidien, quoi. Alors, puisqu'on parle de pied au quotidien, on va donc aborder le craft, la phase d'exécution. Alors, dans la phase d'exécution, tu nous as amené, là encore, un autre exemple de projet. Est-ce que tu peux développer Alors, pour la dernière phase, déjà, je voulais terminer en beauté, parce que c'est vrai, pour avoir regardé les talks d'avant, on a des super beaux teasers génériques de films, etc. Nous, on est sur des choses quand même un peu plus terre à terre. J'ai essayé de vous choisir le maximum d'exemples. Et là, je voulais quand même terminer sur la fresque. La fresque, parce que on se dit, ouais, c'est sympa, c'est du dessin, etc. Mais businessment parlant, les mecs, ils se font kiffer avec de la peinture. Dites-vous le contraire, la plupart des projets qu'on rentre, et ensuite après derrière, c'est on rentre par la fresque. Donc je voulais vous montrer ça parce que même dans l'idée de la fresque, même dans la manière dont on va réaliser, on va crafter ça,
le client il est encore à côté de nous quoi. Enfin, mine de rien, c'est pas qu'on le quitte jamais, mais on est toujours dans les parages. Donc si on peut montrer peut-être la première vidéo, qui est donc on a réalisé un stand. Le client vient nous voir en nous disant, nous ça fait plusieurs années qu'on fait un stand. Il y a notre concurrent direct, il a un stand, ils sont 50, t-shirt rouge, on voit que. Cette année, on veut que ce soit nous. Bon, grosse ambition, etc. Et donc, du coup, on a dû leur concevoir un stand. Déjà, c'était la première fois qu'on concevait un stand, mais nous, on n'a pas peur du support. On trouvera des solutions. Donc, ce qu'on a fait là, par exemple, c'est qu'on a créé, grâce à quelqu'un qui fait partie de notre entourage, qui est menuisier, on a construit tous les murs. On a pensé démontable pour mettre dans le camion, etc., pouvoir l'emmener sur place, remonter, et en fait d'avoir notre spot. Et après, derrière, tout était préfait. Et pendant l'événement, nous, on peignait, et en fait, on donnait vie à la fresque. C'est comme si, pour vous expliquer un petit peu, on fait valider les visuels en amont, etc. Une fois qu'on a le visuel final, on prépare, on a l'esquisse, et sur place, on peint. Et là encore, on est au contact déjà du client puisqu'il est sur le stand, c'est son salon. Et derrière, ce qui est super intéressant, c'est que ça génère de l'attractivité. En fait, les gens ne voyaient. Alors, c'est pas pour se vanter ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que notre stand était pour le coup le plus visible parce que on a mis les bouchées doubles, on a sorti des containers, on a créé une ambiance sur leur stand. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer cet exemple-là. C'était vraiment le fait d'être Ça, c'est une deuxième fresque, par exemple, qui a été faite dans des locaux cette fois-ci. Pas sur un événement, mais dans des locaux. Donc toujours pareil, ça embarque. Et ça, c'est par exemple ça, c'est la deuxième fresque qu'on réalise. En fait, à chaque fois qu'une entreprise déménage, ils peuvent pas embarquer la fresque en général. Et donc du coup, on nous rappelle, il y a des nouvelles valeurs, il y a une nouvelle com, etc. Et en fait, petit à petit, on suit nos clients comme ça. Et il y a un côté aussi très manuel. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, on est derrière nos écrans. Ça fait pas forcément rêver. Là, tout de suite, on ramène une dimension artistique. Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est aussi pour ça qu'on vient nous chercher. Il y a un côté artistique, plus que presque graphique, avec toutes les notions de business qu'il peut y avoir derrière. Donc ça fait aussi partie d'habillage. Et puis après, chaque collègue qui voit ça dans son agence, en plus, ils peuvent venir nous parler, puisqu'on est sur place, on peint pendant qu'ils sont dans leur bureau. Il y a des clients qui viennent, ils nous voient, on nous identifie, on parle, et en fait, le bouche à oreille, il se fait très rapidement. Et vous avez une culture très street art, pop culture aussi. Et du coup, comment ça s'intègre justement avec certains clients qui vont peut-être être un peu plus justement corporate? Comment vous arrivez à avoir justement cette patte, conserver cette patte tout en la mettant au service de clients qui sont l'avantage, c'est que vu qu'on est un tandem, il y en a un qui est ultra, comme je disais, ultra créatif et qui est vraiment dans l'artistique, alors que moi, j'ai un peu je suis un peu à cheval entre les deux. C'est-à-dire que j'ai les notions artistiques, je dessine. Après, si je me compare à lui, oui, je suis pas à son niveau. Mais l'avantage, c'est que moi, je vais pouvoir l'équilibrer. Et encore une fois, on a les moodboards qui permettent, on choisit toujours des styles, soit qu'on a choisi parce qu'on pense qu'il est bien pour eux, ou des styles aussi qu'on est capable de réaliser. Ou en tout cas d'adapter. Donc du coup, c'est vrai qu'on a un univers quand même très street art, parce qu'on vient tous les deux du graffiti, du hip-hop, du rap, ce genre de choses-là, et du manga. Et petit à petit, en fait, on a travaillé notre œil, et puis en fonction de certains clients, il y a Shizo Burger qui est un restaurant, eux, c'est l'univers très manga, typiquement, moi, ça me parle, en plus, c'est une touch que je suis capable d'aborder, donc du coup, on peut le proposer. Et les clients comme Société Générale, au démarrage, on y va tranquillement, et puis, avec quelques petites esquisses, on lui montre que, en fait, on peut aller un step plus loin. Et généralement, c'est la phase d'esquisse où on essaye d'amener quelque chose peut-être... que ce soit street, que ce soit pop, peu importe après le look, ça peut être même très artistique. Là, Nicolas est en train de réaliser des fresques des natures mortes, par exemple. Mais quand on regarde ces natures mortes, elles ont un côté un peu street, mais en même temps, ce qu'on représente visuellement, ça fait le job, donc voilà. Merci. Parce que merci, c'était absolument passionnant. J'espère que ça vous servira et que ça vous a plu.
Alors, on va te remercier parce que au fur et à mesure que se sont égrenés l'ensemble de ces exemples et puis de ces réalisations, c'est vrai qu'on a pu mettre vraiment le focus sur ce travail de fresque et ce travail graphique. Le fait aussi d'intégrer la dimension du dessin dans une réalisation concrète qui permet par la suite ensuite d'entrevoir tout un tas de supports diverses et variés en co-construisant avec le client. C'est vraiment pour le coup une démarche assez intéressante et qui, je pense, va faire des petits parce que on a évidemment dans une culture pop de plus en plus omniprésente, le client il a envie de participer aussi. Il y a forcément un artiste ou un graphiste ou un photographe, ça encourage et c'est vraiment un vrai vecteur de collaboration. Bravo. Je vais vous remercier évidemment, chers étudiants, d'être parmi nous ce soir. Je vais remercier Pablo également pour sa venue. Je vais remercier Elvis à la réalisation, Thomas qui nous accompagne aussi ce soir. On a rendez-vous prochainement pour une Creative Talk liée au game design. Super. Et puis on va encore remercier la Sainte-Père et Adrien. Merci. Et on vous dit à très bientôt. Ah oui, un petit coucou aussi à Margot qui a fait le Go Oui, Between. merci Margot. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci. À bientôt, merci.